Michael Kohlberger, en référence à Brian Kohlberger, Brian Chris Kohlberger, Kohlberg. C'est le père de Brian Kohlberger dans un message vocal après le meurtre de 4 étudiants de l'Université de l'Idaho. C'est l'un des nouveaux documents provenant de l'Université d'État de Washington, où Kohlberger étudiait la criminologie. Ces documents nous donnent un aperçu de ce qui se passait à l'université après les meurtres et après les arrestations, et comment les policiers ont en fait repéré la voiture de Kohlberger des semaines avant son arrestation. Je suis Angelette Levy et voici Law and Crime. Avant d'aborder Brian Kohlberger, je souhaite vous parler de cette application que j'aime et utilise actuellement. Upseed vous permet d'obtenir du cashback sur vos achats quotidiens, comme l'essence, les courses ou les plats à emporter. Il suffit de télécharger l'application gratuitement. Vous choisissez une offre parmi plus de 100 000 points de vente payés avec votre carte, puis validez l'achat. Vous verrez ensuite l'argent récupéré directement dans l'application. Quand j'ai besoin de faire le plein ou de commander à emporter, je vérifie d'abord les offres sur Upside. Après l'achat, l'argent apparaît dans l'appli et je peux le transférer sur mon compte bancaire. Les utilisateurs fréquents d'Upside gagnent en moyenne 254 $ par an. Qui dit mieux? Pour commencer à recevoir votre cashback, cliquez sur le lien dans la description ou scannez le code QR que vous voyez à l'écran et utilisez notre code promo CrimeFix pour obtenir 25 centimes supplémentaires par gallon sur votre premier plein d'essence. Le 13 novembre 2022, un appel à la police de Moscou dans l'Idaho a tout changé. 4 étudiants de l'Université de l'Idaho ont été retrouvés poignardés à mort dans une maison de location sur King Road. C'est le genre de crime qui choquerait même les habitants d'une grande ville. C'était à Moscou, une ville universitaire où les gens ne fermaient pas leurs portes à clé, mais cela allait changer. Maddie Mogan, Kaylee Gonsalves, Ethan Chapin et Xana Cornodel étaient sortis la veille pour le grand match de football. Ils avaient fait la fête, traîné ensemble, fait ce que font les étudiants. Quelques heures plus tard, ils étaient morts, poignardés dans leur lit. Xana s'est battue pour sa vie et a reçu plus de 40 coups de couteau. La chasse aux meurtriers était lancée. Le temps était compté. Personne ne savait dans les premiers jours de l'enquête que le tueur se trouvait à seulement quelques kilomètres, étudiant à l'Université de l'État de Washington, de l'autre côté de la frontière, à Pullman. Son nom, Brian Kohlberger. Il était doctorant en criminologie, assistant d'enseignement en plus, et il arpentait les couloirs de l'Université de l'État de Washington comme si de rien n'était. Depuis décembre 2022, nous avons demandé à plusieurs reprises des documents à l'Université de l'État de Washington afin d'enquêter sur le passage de Brian Kohlberger là-bas et d'essayer d'en savoir plus sur ce qu'il faisait et si l'administration de l'école soupçonnait quoi que ce soit. L'Université de l'État de Washington nous a récemment envoyé de nouveaux documents. Certains de ces documents contiennent des éléments que nous n'avions jamais vus auparavant, comme des informations sur 2 agents ayant repéré sa Hyundai Elantra blanche grâce à un bulletin de police seulement quelques semaines après les meurtres. Je vais y revenir dans un instant. Cela ressemble à une occasion cruciale manquée. Il y a aussi eu des discussions internes sur les meurtres et les inquiétudes des parents d'étudiants face à un tueur en liberté. Et l'université, d'après un parent, ne communiquait pas beaucoup à ce sujet. Je vais tout vous expliquer, mais d'abord, revenons tout au début. C'était le 13 novembre 2022, juste avant midi. Un appel au 911 a été passé par les colocataires de Maddie, Kaylee et Xana. Une policière de Moscou a répondu à l'appel et s'est rendue sur King Road. Que te rappelles-tu avoir vu? Je me souviens que j'étais dans ma chambre et j'essayais de dormir, et j'ai entendu Kaylee, dont la petite amie suivante l'a emmenée très rapidement. Laquelle est ta chambre? Kaylee? Laquelle est ta chambre? Oh. Tu étais dans cette chambre? Ma chambre, pas celle de Xana, ma chambre. Et ta chambre, c'est bien celle-ci? Je crois que c'est ta chambre, 2e étage. D'accord. Tout ce que j'ai entendu, c'est que je l'ai entendu monter à l'étage. Genre, d'accord, je vais aller dormir maintenant parce qu'elle monte à l'étage. Kaylee et le chien Murphy. Et jusqu'en haut, tout en haut. Oui, c'est là que se trouve sa chambre. D'accord. Et puis finalement, en montant vers sa chambre, j'ai entendu son cri et elle a couru en bas parce qu'elle a vu quelqu'un. Je suis presque sûre que c'est ce qu'elle a dit. Elle a dit « Il y a quelqu'un ici ». Et elle a crié et a juste couru en bas. Et j'ai crié son nom. J'ai sauté de mon lit et j'ai verrouillé ma porte parce que j'avais tellement peur.
J'ai entendu quelqu'un pleurer dans la salle de bain, puis un homme dire « Tu vas aller bien, je vais t'aider ». Je n'arrêtais pas de crier son nom, mais elle ne répondait pas. Puis j'ai ouvert la porte un instant et aperçu ce type. Et il n'était pas incroyablement grand, mais il portait tout en noir et un masque lui couvrait le front et la bouche. J'ai verrouillé la porte, appelé, sans savoir quoi faire. C'est horrible. 4 heures du matin. Oui, Très bien. Décris l'homme que tu as vu. je ne pense pas qu'il était un peu plus grand que moi, et... Je ne pouvais pas vraiment bien le voir, mais je suis presque sûre. Il portait une tenue entièrement noire. Et il avait ce masque qui couvrait juste son front et sa bouche. Et il ne m'a rien dit. Vraiment rien du tout. J'ai juste fermé la porte et je l'ai verrouillée. Je pense qu'il est sorti par la porte coulissante de la cuisine donnant sur le jardin. Personne ne le savait à ce moment-là, mais cette personne habillée tout en noir s'est avérée être Brian Koberger, doctorant à l'Université d'État de Washington. Ces selfies de lui tout en noir ont ensuite été extraits de son téléphone. Moins de 3 heures après avoir appris les homicides, le chef de la police de l'Université d'État de Washington, Gary Jenkins, contactait déjà le chef de la police de Moscou. Jenkins a écrit dans un texto « Je n'ai pas le numéro de portable de Tyson, donc si toi ou Tyson pouvez m'appeler, je vous en serais reconnaissant. » Tyson était un haut responsable du service. Fry et Jenkins sont restés en contact tout au long de l'enquête. À 15 heures, cet après-midi-là, la chef Jenkins communiquait avec quelqu'un à l'Université d'État de Washington au sujet d'une alerte pour informer étudiants et personnel des meurtres à Moscou. L'alerte par texto indiquait « Le département de police de Moscou enquête sur un homicide près du campus de l'Université de l'Idaho. Aucune menace connue pour la communauté de l'Université d'État de Washington à Pullman. » Plus tard, Jason Sampson a remis en cause les informations diffusées à la communauté de l'Université d'État de Washington, peu après 18 heures hours. Le 13 novembre, peu après 18 heures, Sampson a écrit au chef Jenkins « Les 2 sites sont mis à jour. Question. D'après ce que j'ai lu, pourquoi cela n'est-il pas considéré comme une menace persistante? Est-ce que cela signifie que cela ne semble pas aléatoire si nous connaissions les preuves? Je suis juste curieuse. » Le chef Jenkins a répondu « Oui, c'est à peu près ça. » Sampson a répondu « C'était pour ma compréhension personnelle. Je ne voulais pas de détails. J'essaie juste de comprendre la logique de notre transmission du message. » Le chef Jenkins a écrit « Je n'en sais pas beaucoup. Je dois compter sur mes contacts à la police de Moscou pour obtenir des informations. » Pendant que tout cela se passait, Brian Koberger, nous savons maintenant, était allé chez Costco et dans une épicerie ce jour-là. Le 16 novembre, 3 jours après les meurtres, le chef Jenkins a écrit une lettre aux étudiants et au personnel de l'Université d'État de Washington. Elle disait « À la communauté du campus de l'Université d'État de Washington à Pullman, les décès ce week-end de 4 étudiants de l'Université de l'Idaho ont choqué et attristé la communauté de la WSU. Alors que l'affaire fait toujours l'objet d'une enquête active du service de police de Moscou, peu de détails ont été communiqués sur la manière et la raison pour lesquelles cela s'est produit, ainsi que sur l'identité de la personne ayant commis ces actes horribles. En cas de menace pour le public, notre service et la police de Moscou informeraient immédiatement la population. Cependant, le service de police de Moscou m'a assuré que, d'après les informations issues de leur enquête préliminaire, les enquêteurs pensent qu'il s'agit d'une attaque isolée et ciblée, et qu'il n'y a pas de menace imminente pour l'ensemble de la communauté. Cette lettre a été écrite 3 jours après le début de l'enquête et, selon mon analyse des rapports, la police de Moscou n'avait pas de suspect. Ils enquêtaient sur différentes personnes, comme le ferait n'importe quel service. Il n'y avait qu'un seul véritable suspect qu'ils avaient identifié, et cette personne a ensuite été écartée grâce à des tests ADN. Pendant ce temps, Brian Koberger circulait librement sur le campus de l'Université d'État de Washington. Après que Brian Koberger a plaidé coupable et a été condamné, les enquêteurs ont affirmé n'avoir trouvé aucun lien avec les victimes et ignorent toujours pourquoi il a ciblé la maison sur King Road. 9 jours après les meurtres, un parent inquiet a écrit à l'Université d'État de Washington avec des questions. La mère a écrit « J'ai 4 questions auxquelles j'ai besoin de réponses dès que possible afin de faire le meilleur choix pour la sécurité de notre fille. Quel est le plan de prévention de l'Université d'État de Washington pour ses étudiants? Quel est le nouveau plan de sécurité de l'Université d'État de Washington, en dehors de consignes comme lever les yeux en marchant et rester vigilant? Troisièmement, quelles options l'Université d'État de Washington offre-t-elle aux étudiants pour poursuivre le semestre si nous estimons que notre enfant n'y est pas en sécurité? Enfin, comment l'Université d'État de Washington peut-elle juger le campus ou Pullman sûr, alors que la police admet ne pouvoir garantir la sécurité de personne dans la région du Palouse?
Enfin, étant donné ce qui s'est passé hier, il semble que la situation continue de se détériorer en termes de sécurité. Qu'en pense l'Université d'État de Washington? En tant que parents, nous avons peu reçu de communication de l'Université d'État de Washington. Pour nous, 5 minutes ou 5 miles ne rendent pas un campus plus sûr que l'autre. L'Université de l'Idaho informe chaque jour ses étudiants et leurs familles de ses actions. Nous, à Boise, sommes interviewés par les médias pour savoir si nous allons laisser nos enfants y retourner. Difficile de décider sans information de l'Université d'État de Washington. Merci d'avoir pris le temps de répondre. J'espère avoir de vos nouvelles avant samedi, quand notre fille est censée revenir. Je vous remercie pour le temps que vous m'avez accordé et pour vos réponses à mes questions. L'email a été transféré à une administratrice pour qu'elle s'en occupe, et ce n'était pas la seule communication que l'Université d'État de Washington a reçue. Voici un message vocal. Je ne veux pas qu'elle retourne à l'Université d'État de Washington pour le trimestre à cause de la situation à Moscou. Et pouvez-vous me rappeler, s'il vous plaît? Mon nom est... Le suspect n'a pas été appréhendé et ma fille vit dans une... Le suspect n'a pas été appréhendé et ma fille vit dans une maison de location avec 5 autres filles. Et quelles sont nos options pour terminer le semestre à la maison? Je ne me sens absolument pas en sécurité et j'aimerais l'accompagner, mais je ne peux pas. J'ai vraiment besoin de votre aide et c'est le seul numéro qui me vient à l'esprit. Merci beaucoup et s'il vous plaît, rappelez-moi. Nous ne connaissons pas la date à laquelle ce message vocal a été laissé, mais cela devait être avant les vacances de Noël. À la fin du mois de novembre, la police avait une piste. Une vidéo montrait une voiture blanche circulant dans le quartier de King Road au moment des meurtres. Le FBI l'a identifiée comme une Hyundai Elantra blanche, modèle des années 2011 à 2013. 2 semaines après les meurtres, ce signalement a été envoyé aux polices de l'Université d'État de Washington, de Moscow et de Pullman, demandant de rechercher cette Hyundai Elantra blanche. Il était marqué « Réservé aux forces de l'ordre ». Ne pas distribuer et ne pas arrêter le véhicule ni entrer en contact avec le conducteur. La police de Moscou n'a rendu cette information publique que le 6 décembre. Cependant, ils l'ont envoyé à ses agences de maintien de l'ordre sous forme de bulletins confidentiels en disant « Appelez-nous si vous voyez ce véhicule ». Les dossiers de l'Université d'État de Washington prouvent qu'elle possédait déjà les informations sur le véhicule de Brian Koberger. En réalité, quelques heures après avoir reçu ce bulletin, 2 agents de l'Université d'État de Washington l'avaient recherché. Après l'arrestation de Koberger, le caporal Brett Payne de la police de Moscou a déclaré sous serment que l'officier Daniel Tiango de l'Université d'État de Washington avait recherché des Elantra blanches enregistrées à l'université. Il a localisé une Elantra blanche de 2015 avec une plaque d'immatriculation de Pennsylvanie. Ce véhicule était enregistré au nom de Brian Koberger. Mais il y a quelque chose de vraiment particulier à ce sujet, car non seulement Tiango a recherché ce véhicule et l'a trouvé, mais nous savons qu'un autre officier s'est en fait rendu à l'immeuble et a vu le véhicule de ses propres yeux. Il l'a vu, mais aucun des deux n'a appelé la police de Moscou pour le signaler. J'ai posé la question au chef Jenkins à ce sujet en juillet 2025. Regardez. Un signalement a été diffusé en novembre. Quelques semaines après les homicides, uniquement aux forces de l'ordre. Et il y a eu quelques agents de l'Université de l'État de Washington qui ont effectivement remarqué qu'il y avait une Hyundai Elantra blanche appartenant à Brian Koberger sur le campus. C'était une année différente de celle qu'ils recherchaient. Mais pouvez-vous m'expliquer ce qui s'est passé avec ça? Parce que c'est mentionné dans la déclaration sous serment exposant les motifs probables, mais j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de confusion à ce sujet parce que les gens pensent « Oh, eh bien, il s'intéressait à lui aussitôt que ça ». Mais ce n'est vraiment pas le cas, je pense, parce que, vous savez, ils ont ensuite rendu cet avis de recherche public le 7 décembre. D'accord. L'avis de recherche que nous avons reçu était, je pense, identique à celui qui a finalement été diffusé au public, mais c'était le 28 novembre. Ils ont envoyé un avis de recherche aux services de police locaux avec un véhicule d'intérêt qualifié de sensible pour les forces de l'ordre, ce qui signifiait qu'il ne fallait pas le partager en dehors de la communauté des forces de l'ordre. Et la description du véhicule était une Hyundai Elantra blanche entre les années 2011 et 2013.
Et donc, l'un de nos agents, dans les 16 heures suivant la réception de cette information, l'un de nos agents vérifiait notre base de données de stationnement qui inclut des informations sur les véhicules ayant des permis de stationnement ou qui paient pour se garer sur le campus. Et il a trouvé une Hyundai Elantra blanche avec des plaques de Pennsylvanie enregistrées au nom de Brian Koberger, mais c'était un modèle 2015. Donc, l'avis de recherche était très précis concernant la marque du véhicule, le modèle, l'année et la couleur. Donc, il n'a pas signalé cela comme une piste. Et plus tard, c'était pendant le quart de nuit. Et puis, plus tard, pendant le quart de jour, l'un de nos agents patrouillait et a vu ce même véhicule se garer dans la résidence des étudiants en cycle supérieur. Et encore une fois, ce n'était pas dans les paramètres de date. Donc, ces deux agents n'ont finalement pas transmis cette information à la police de Moscou à cause de la différence de date ou de l'année du modèle. C'est exact. Oui, cela n'a pas été envoyé à leur ligne de signalement. Donc, l'agent Tiango et le sergent Whitman ont découvert une Hyundai Elantra blanche appartenant à Koberger sur le campus 2 semaines après les meurtres et ils ne l'ont pas signalé. S'ils avaient signalé cela à la police de Moscou, il est possible que Koberger aurait pu être identifié comme suspect potentiel bien plus tôt que le 19 décembre lorsque les tests de généalogie génétique du FBI ont fait ressortir son nom. J'ai récemment interrogé Chris McDonough, animateur de The Interview Room, à ce sujet. Eh bien, je crois qu'on en a parlé, Anjet, lors d'une émission précédente avec toi. À mon avis, c'était une énorme erreur d'enquête et ce n'était pas juste une erreur du genre, oui, on ne l'a pas signalé. D'accord. Les agents ont fait leur travail. Ils ont retrouvé la voiture. Ils sont allés à la voiture. Quelqu'un a pris une décision en disant, eh bien, ne contactez pas le propriétaire de cette voiture. Et ensuite, ils ont lié à cette décision, à mon avis, une excuse insensée en disant, eh bien, ce n'était pas la bonne année. D'accord. Bon, alors qu'est-ce que le bol a eu de correct? Nous cherchons une Hyundai blanche dans la zone, n'importe quoi dans la zone, d'accord, autour de l'heure potentielle du crime. Nous devons supposer que l'Université de l'État de Washington n'a pas non plus cherché de vidéos concernant cette voiture la nuit du crime dans cet email. D'accord. Alors, que fait le chef, à mon avis? Il sait qu'ils ont non seulement fait une énorme erreur, mais qu'ils ont tout gâché parce qu'ils auraient pu avoir, et je déteste dire ça à propos de n'importe quelle force de l'ordre. Vous savez, je soutiens la police quand elle a raison, et je le dis aussi quand elle a tort. D'accord, c'est notre responsabilité envers le public. Et ce chef doit dire au public et à la famille, vous savez quoi, non seulement nous avons fait une erreur, vous avez raison, nous aurions dû aller frapper à la porte de ce type à qui ce véhicule était immatriculé et qui vivait dans cet immeuble. Parce que Dieu nous en préserve après cette nuit-là. S'il avait tué quelqu'un d'autre, ce chef aurait vraiment eu de gros ennuis sur le long terme. Et donc, quelqu'un a pris une décision de commandement en disant, d'accord, tu as la voiture, tu as une voiture qui correspond. Oui, elle est blanche. Oui, où est-elle? Elle est ici, d'accord. Découvrez à qui elle appartient, interrogez cette personne et envoyez-le à Moscou. C'était le protocole approprié. Nous savons qu'après les meurtres, Brian Koberger nettoyait sa voiture de façon méticuleuse et elle a été démontée par le FBI pour être analysée, mais ils n'ont trouvé aucun ADN appartenant aux victimes à l'intérieur. Donc, un temps précieux a peut-être été perdu à ce moment-là. Après l'arrestation de Koberger le 30 décembre 2022, le chef Jenkins a envoyé un email concernant la mention des agents dans l'affidavit. L'email indique que l'affidavit décrit l'excellent travail accompli par l'agent Tiango et le sergent Whitman pour retrouver un véhicule pouvant être celui du suspect, qui s'est avéré être le véhicule du suspect. Notez que la chronologie pour localiser le véhicule n'est pas totalement correcte dans l'affidavit. L'affidavit indique que les agences locales des forces de l'ordre ont été invitées à surveiller le véhicule suspect le 25 novembre, alors qu'en réalité, on ne leur a fait cette demande que le matin du 28 novembre.
Peu après avoir reçu l'email de la police de Moscou, j'ai envoyé la description du véhicule par email. Le 28 novembre à 8h24, et Tiango a consulté la plaque d'immatriculation de Koberger le 29 novembre à 0h28, soit environ 16 heures plus tard, et non 3 jours. Et la sergente Whitman a observé le véhicule dans le complexe d'appartements de Koberger à 00h58, le 29 novembre. Excellent travail. Jenkins parle ensuite de la façon dont il a collaboré avec tous ces départements de la communauté de l'Université d'État de Washington pour travailler avec les étudiants et le personnel afin de les aider pour tout ce dont ils pourraient avoir besoin. Il écrit ensuite, du point de vue de la police de l'Université d'État de Washington, que nous garantissons leur sécurité et leur assistance face à toute menace ou perturbation, y compris le harcèlement de la presse. Alors que nous passons de 2022 à 2023, je vous demande à toutes et à tous de repenser à l'année écoulée, de vous souvenir des moments difficiles que ce département a traversés, puis de regarder où nous en sommes aujourd'hui. Vous avez prouvé votre résilience et votre engagement envers votre profession, envers WSU et envers la police de l'Université d'État de Washington. Nous devrions maintenant toutes et tous chercher à saisir les opportunités qui permettent de redéfinir la façon dont les autres perçoivent la police de l'Université d'État de Washington. Les difficultés du passé ne nous définiront pas. Ce sont l'excellent travail de Tiango et Whitman qui mettent la police de l'Université d'État de Washington en valeur sur la scène nationale. C'est le travail professionnel et discipliné des membres de l'unité régionale d'intervention tactique qui ont fait ce qu'il fallait pour sauver des vies. Encore une fois, il est tout à fait possible que Koberger aurait pu être identifié comme suspect à la fin du mois de novembre si ses agents avaient transmis l'information concernant l'Elantra, malgré la différence d'année du modèle. Quelques heures après l'arrestation de Koberger en Pennsylvanie le 30 décembre 2022, la vice-présidente adjointe par intérim des affaires étudiantes de la WSU a rédigé cette lettre pour informer Koberger que la WSU prononçait une suspension d'urgence. Jennifer Hyatt a écrit qu'elle imposait une suspension d'urgence parce que Koberger avait été inculpé pour le meurtre de Kayleigh Gonsalves, Maddie Mogan, Zana Kernodle et Ethan Chapin, et qu'il avait en fait été arrêté plus tôt ce matin-là. Hyatt a déclaré qu'être inculpé de ces crimes constituait certainement une violation du code de conduite des étudiants de la WSU, car les accusations impliquent des abus envers autrui ou une perturbation ou une interférence avec l'université. Communauté et une violation de la loi. Hyatt a écrit que Koberger avait 10 jours pour contester la décision, mais nous savons que cela n'est pas arrivé parce qu'il était en prison. À cette même date et avec cette lettre, Koberger a été informé qu'il lui était interdit de revenir sur le campus. Le chef de la police Jenkins a écrit dans un avis d'interdiction d'accès. Cet avertissement a pour but de vous informer que vous êtes interdit d'accès à toutes les zones des campus de l'Université de l'État de Washington. Cela inclut tous les bâtiments, trottoirs, passages couverts, cours, routes d'accès, parkings et toute autre propriété du campus de l'Université de l'État de Washington. Cet avertissement prend effet immédiatement et restera en vigueur jusqu'à ce que les accusations disciplinaires étudiantes en cours aient été résolues et que vous ayez reçu une autorisation écrite de revenir sur le campus. Après l'arrestation de Koberger, son père, Michael, a en fait appelé l'université pour se renseigner sur l'appartement de son fils. Écoutez ceci. Michael Koberger, en référence à Brian Koberger, Brian Christopher Koberger. Notre numéro de téléphone fixe ici est Brian a bien résidé à... Ce que j'aimerais savoir, c'est sur son appartement et sa situation. Premièrement. Deuxièmement, si vous ne pouvez pas répondre, je comprends. Si vous pouviez nous rediriger, le téléphone de Brian n'est pas accessible. Vous ne pouvez pas y accéder, ni à son email. Après l'arrestation, des inquiétudes subsistaient sur le fait que Brian Koberger pourrait encore avoir des clés de bâtiment du campus. Le chef Jenkins pensait que les clés étaient chez Koberger et cherchait la meilleure façon de les récupérer. Une photo de la clé que Koberger était censé avoir a été jointe à un email. Les dossiers de l'Université d'État de Washington montrent également qu'un email a été envoyé à la communauté universitaire en janvier 2023. Il indiquait « Les derniers mois ont été éprouvants et l'annonce de l'arrestation de Brian Christopher Koberger, un ancien doctorant de l'Université d'État de Washington, en tant que suspect dans la mort de 4 étudiants de l'Université de l'Idaho, a choqué nos communautés. Avant tout, je tiens à réitérer mes plus sincères condoléances aux familles et aux amis d'Ethan, Kayleigh, Madison et Xana. La perte immense de ces jeunes vies nous a tous profondément attristés. J'encourage tous nos enseignants, notre personnel et nos étudiants à profiter des ressources de soutien qui vous sont proposées et qui sont listées à la fin de ce courriel.
Si vous avez des inquiétudes concernant le bien-être d'un étudiant, veuillez partager ces informations avec le réseau de soutien aux étudiants. J'espère que les jours et semaines à venir nous apporteront à tous des réponses et des informations supplémentaires sur la nature de cet incident. Au cours des prochaines semaines, je m'attends à ce que de nombreux membres de notre famille Cougar, en particulier ceux qui connaissent M. Koberger, soient contactés par les forces de l'ordre, les médias et des citoyens inquiets. J'encourage vivement chacun à coopérer avec le processus d'enquête autant qu'il le peut. Le courriel encourageait aussi à transmettre des informations et pistes au service de police de Moscou. La police a interrogé professeurs, étudiants et personnel de l'Université d'État de Washington ayant travaillé avec Koberger. Ils ont appris qu'il parlait beaucoup de son domaine d'études, le cambriolage sexuel. Il évoquait Ted Bundy et disait que l'auteur des meurtres de Moscou devait être très doué. Les dossiers d'enquête révèlent que l'Université d'État de Washington a reçu 13 plaintes contre Koberger qui mettaient les étudiants, surtout les femmes, mal à l'aise. Les familles des 4 victimes poursuivent l'Université d'État de Washington pour décès injustifiés. L'Université d'État de Washington a nié toute faute dans cette action en justice. Brian Koberger purge 4 peines de prison à vie consécutive pour les meurtres de Maddie, Kaylee, Ethan et Xana, dans un établissement de sécurité maximale de l'Idaho, à la suite de son plaidoyer de culpabilité en juillet 2025. Et c'est tout pour cet épisode de Law & Crime. Je suis Angelette Levy. Merci beaucoup d'avoir été avec moi. Je vous retrouve ici la prochaine fois.